avec l'équipe de TOSA, je vous propose de vous présenter, on l'a bien vu en première partie, de l'intérêt d'accompagner les individus, les personnes actives en l'occurrence, puisqu'on parle que de formation professionnelle, pas d'autres types de formation. Donc la nécessité d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent accéder à la formation, qu'elles y voient un enjeu, un intérêt pour elles, et qu'elles puissent effectivement aller jusqu'au bout, mobiliser pour de vrai les financements auxquels elles pourraient avoir droit. Donc l'intérêt, je présenterai un petit peu après défi métier, l'intérêt pour faire le lien avec la première partie, c'est bien que la réforme qui est proposée depuis 2014 met en lien non seulement, mais ne propose pas seulement un nouvel outil qui s'appelle CPF, mais met en place un type d'accompagnement dont je vais vous parler et qui a peut-être aussi des difficultés, on va le voir, à se mettre en place d'un claquement de doigts. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant voilà, à reconnaître. Alors, d'où je parle, comme on dit, je parle de ma structure qui s'appelle Défi Métier. Défi Métier est un groupement d'intérêt public qui est ce qu'on appelle un CARIFOREF, comme il y a dans chacune des régions. Le CARIFOREF, c'est en fait un outil de la région et de l'État sur le champ de l'emploi-formation, qui donc intervient par des subventions qui vont décroissantes, donc on peut aussi répondre à des appels d'offres, qui intervient donc d'une part en appui des institutionnels, donc région, État, notamment en faisant un certain nombre d'études, par exemple sur les besoins de formation, ou en mettant en place des outils qui vont aider aux décisions. Très prochainement, sur notre site, on aura des tableaux de bord avec un certain nombre de données socio-économiques intéressantes, et puis, évidemment, en participation à la réflexion lors de réunions. Par exemple, moi, je suis en appui de la commission CREFOP d'Île-de-France et en appui du groupe CEP coordonné par la région. Par ailleurs, on est en appui des professionnels de l'orientation, en l'occurrence, et de la formation. Et pour ce faire, on en parlait aussi en première partie de cette matinée, nous sommes payés, je dirais entre guillemets, pour afficher l'offre de formation proposée en Île-de-France, qu'elle s'adresse aux demandeurs d'emploi d'un côté ou aux salariés. Donc j'invite les organismes de formation qui sont dans cette salle, c'est de la pub gratuite que nous vous proposons. Il faut donc saisir vos données, on a des ateliers utilisateurs pour vous aider, une hotline l'après-midi qui est organisée pour vous aider à saisir les différentes infos dont on a besoin, et ça vous permet donc d'avoir un affichage qui est regardé notamment par tous les prescripteurs d'Île-de-France. Il y en a à peu près 9000. Voilà. Ce qui veut, voilà. On pourra en parler. Par ailleurs, on propose un certain nombre, ce qu'on appelle d'outillage. On est très sur la notion d'outils, d'aide, d'appui. Donc, on a mis en place un nouvel outil depuis l'année dernière aux professionnels de l'orientation dans le cadre du conseil en évolution professionnelle dont on va parler. Sur le site même de Défi Métier, on est un site ressources. Un des organismes de formation que je connais, M. Segers, disait à ses collègues à quel point il est riche. Donc, je ne fais que porter la parole de M. Segers et je le remercie. Et puis, on organise un certain nombre de rencontres, ce qu'on appelle les rendez-vous de la formation. Le prochain, par exemple, a lieu le 23 juin. L'accès est gratuit, évidemment, puisque notre mission est d'intérêt général, et portera sur les blocs de compétences. Et puis, on a un certain nombre de journées qu'on appelle GRIF, des journées qui présentent les dispositifs d'accès à la formation de la région, et on anime les conseillers des antennes VAE mises en place et coordonnées par la région. Voilà à qui vous avez affaire. Et donc, de quoi je vais vous parler ? Donc là, je vais évidemment passer très rapidement pour juste rappeler que cette réforme, elle est systémique, certes, je vais vous parler du CEP, mais que c'est bien toujours le lien entre CEP, CPF, entretien professionnel, comme c'était réévoqué là aussi en première partie de journée, qu'il faut l'entendre. Et oui, le recours, la difficulté de mobiliser les personnes, on les connaît depuis un certain temps, depuis des décennies même. Et donc l'idée pour le législateur, c'était bien de faciliter le recours à la formation pour les personnes qui pouvaient en avoir le plus besoin, c'est-à-dire celles qui avaient un faible niveau de qualification. Ça, c'est l'objectif même.
Et l'idée aussi du législateur, pour le rappeler, c'est de considérer qu'une personne est en transition professionnelle, non seulement quand elle est demandeuse d'emploi, mais aussi quand elle peut être en emploi, parce qu'entre autres, elle doit y rester, il faut éviter que la personne s'éloigne de l'emploi. Voilà. Donc l'idée, c'est comment aider la personne à se maintenir durablement en emploi, plus longtemps qu'auparavant du fait du départ de l'âge de la retraite plus tardif. Il y a donc bien une nécessité d'accompagnement. Alors, l'accompagnement en transition professionnelle, il n'est pas récent non plus. Il date grosso modo des années 80 avec Bertrand Schwartz. Et c'était plutôt organisé pour des personnes qui étaient, on va dire, en difficulté, pour faire simple. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, potentiellement, tout le monde est en difficulté, puisque tout le monde connaît dorénavant un parcours fait de rupture plutôt qu'un parcours linéaire. Et puis, bon, le CPF, qui est un outil mobilisateur de financement. Donc, lorsque je parle du conseil en évolution professionnelle, rôle que peuvent jouer d'ailleurs certains responsables de formation, certains RH dans les entreprises. Donc, le conseil en évolution professionnelle, il est ouvert à tout actif, qu'il soit demandeur d'emploi ou salarié, certes, et il est organisé par le législateur en 3 niveaux qu'on va voir plus précisément. Son objectif à cette offre de services d'accompagnement est de construire, je trouvais ça assez joli dans le dernier rapport du CNEFOP d'avril, de la continuité dans la discontinuité des parcours. Et l'idée, c'est bien que les personnes se maintiennent ou accèdent à un emploi, mais durable et le plus vite possible, grosso modo, qui est le moins de chômeurs possible. Enfin, pour dire les choses très directement, on comprend bien de la part du législateur. Le législateur lui-même, avant qu'on voit un peu plus en détail, a désigné des opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs du CEP, qui sont Pôle emploi, mission locale, qui s'occupe des jeunes, Cap emploi, qui s'occupe des personnes en situation de handicap, et tous les OPACIF, ainsi que l'APEC, mobilisés sur les cadres, qu'ils soient en emploi ou hors emploi. Par ailleurs, la région a l'autorité pour désigner de nouveaux opérateurs CEP dans sa région. En Île-de-France, et d'ailleurs dans aucune autre région de France, pour le moment, il n'y a pas de nouveaux opérateurs, mais il pourrait y en avoir ultérieurement. Donc à suivre. Alors, c'est sans doute à considérer, c'est parce qu'il y avait un certain nombre d'organismes de formation dans le public qu'on a décidé de vous présenter un petit peu plus précisément ce processus, puisque sans doute que si l'articulation entre conseillers en évolution professionnelle et organismes de formation pouvait s'articuler au mieux et se fluidifier, c'est sans doute aussi un des éléments facilitant le recours et l'accès à la formation. Alors, on regarde le niveau 1. Le niveau 1, il est désigné comme donner l'information aux personnes. Un premier niveau d'information aux personnes. Alors, il faut savoir que ce conseil en évolution professionnelle, grosso modo, quand je suis demandeur d'emploi, je vais aller chez Pôle emploi, vite fait, et quand je suis salarié, je vais aller dans l'OPACIF de ma branche professionnelle. Par ailleurs, si je suis jeune, j'ai aussi d'autres acteurs, ou si je suis personne handicapée, j'ai d'autres acteurs à mobiliser. Ceci dit, tous ces opérateurs je peux les mobiliser, moi, en tant que bénéficiaire potentiel, à quelque niveau que ce soit. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de passer du niveau 1 pour aller au 2 et au 3. Je peux aller directement, aidez-moi à mettre en place. J'ai bien vu que j'avais besoin d'une formation. Je ne sais pas choisir mon organisme de formation. Je suis tout à fait Olivier Godin, c'est une des difficultés. Au nom de quels critères et est-ce que j'ai un TripAdvisor quelque part des OF qui me simplifierait la vie? C'est quand même quelque chose dont on entend parler. Donc je peux mobiliser à quelque niveau que ce soit. Néanmoins, moi je vais vous le proposer, la démonstration que vous en parlez, d'une façon un petit peu linéaire en passant du niveau 1, 2 ou 3. Le niveau 1, il concerne l'accueil, pour faire simple. Et une des difficultés, donc je me mets côté opérateur du CEP, donc que je fréquente dans le courant de ma vie professionnelle, donc j'ai pu échanger avec eux. Pour autant, voilà.
ces personnes donc accueillent des bénéficiaires et une des premières difficultés qu'elles vont rencontrer d'emblée, c'est de se dire mais pourquoi la personne vient me voir? La personne peut exprimer des choses, mais j'ai besoin quelque part de diagnostiquer ce qu'on appelle sa demande. Est-ce qu'elle a besoin d'accéder à l'emploi rapidement, une situation de survie, ou au contraire dans la notion de accéder à un emploi durable, j'en ai marre de me faire un certain nombre de missions courtes et je voudrais un jour pouvoir m'installer, pourquoi pas acheter, je voudrais pourquoi pas accéder au CDI, comment je peux faire? Ça peut être, et ça on a fait des analyses notamment dans les régions expérimentatrices du CEP dont Pays de Loire, un certain nombre de personnes viennent simplement pour faire le point, notamment des petites structures où elles n'ont pas d'interlocuteur privilégié, où elles n'ont pas envie de l'embêter, ou bien elles estiment que ça ne le regarde pas. Elles ont besoin simplement de faire le point de la situation, et puis pas forcément d'aller au-delà, d'enquêter, elles veulent pas forcément changer. Non, c'était faire le point, se rendre compte que même si l'herbe est plus verte à côté, finalement son prix il est pas mal, quoi. Et puis, par ailleurs, d'autres personnes viennent en termes d'évolution en emploi. Quitte à être demandeur d'emploi, par exemple, eh bien pourquoi pas envisager une formation pour effectivement pouvoir aller vers un autre emploi. Donc on est bien sur des évolutions horizontales ou verticales. On est bien sur une mobilité de type professionnel entre différents secteurs. Je suis cariste dans tel secteur, mais maintenant j'habite à côté de Roissy. Il faudrait que je sois cariste peut-être dans un autre type d'entrepôt ou avec des produits spécifiques, ce qui me permettrait d'avoir des primes, que sais-je, etc. Donc là, la notion d'évolution en emploi, elle se pose aussi pour des personnes qui risquent d'être éloignées de l'emploi parce qu'elles connaissent des situations de pénibilité au travail qui font qu'elles ne vont pas pouvoir rester forcément jusqu'à 62, voire 65 ans. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les parcours étant de plus en plus interrompus, en réalité, le départ à la retraite à 62 ans, ça sera bien au plus tôt que la plupart des personnes, si elles veulent toucher un taux de pension complet, il faudra qu'elles aillent au-delà de 62 ans. Donc, pour des personnes qui sont dans des situations de travail pénible, il faut envisager de la reconversion, peut-être avant même d'être inapte au travail, mais aujourd'hui, c'est effectivement dès qu'il y a un peu une aptitude. Et donc, une fois que j'ai diagnostiqué, en questionnant la personne, j'ai diagnostiqué la demande, je vais lui mettre à disposition un certain nombre d'informations, et ces informations, elles ne se limiteront pas comme auparavant, je caricature évidemment pour la présentation, sur la découverte des métiers, le panorama des secteurs, ça va au-delà sur des données socio-économiques. C'est-à-dire que pour la première fois, et je trouve que c'est intéressant, la logique projet de l'individu, qui mobilisait tous les accompagnateurs jusque-là, doit se croiser maintenant avec une logique économique, et notamment la logique économique du territoire, pour reprendre le type de mobilité. Et là, ce dont je me suis aperçue en animant un certain nombre de groupes de conseillers, et évidemment, je dis avec beaucoup de respect pour ce job qui est, je trouve, d'une finesse et d'une difficulté, de mon point de vue, réelle, c'est que les données socio-économiques sont pas si cohérentes que ça les unes des autres en fonction des sources que je mobilise, que c'est pas évident de trouver les bonnes sources. Donc nous, voilà, on essaye, ça c'est un des jobs de ma boîte, c'est de mettre à disposition des informations qui sont fiables parce que c'est les dernières qu'on a utilisées. Donc on est sur des outils évidemment dynamiques avec des logiciels de type software qui permettent donc de disposer de données socio-économiques avec une difficulté qui est aussi de traduire ces données socio-économiques pour le bénéficiaire. Et les personnes qui orientent sont plutôt, je le fais là aussi un peu simple, un profil plutôt psychologue et pas forcément familière avec les stats et l'interprétation des statistiques et non pas non plus leur faire dire plus que ce que simplement elles disent. Donc là, il y a une professionnalisation déjà à ce niveau-là qui peut s'entendre autour du type d'information dont ont besoin les personnes. Et le deuxième aspect, qui est notamment une problématique Île-de-France, vu le nombre, le volume de conseillers, c'est que à ce niveau-là, si la personne voulait continuer de se questionner, elle va aller se questionner avec un conseil en évolution professionnelle qui lui est spécifique, adapté à son statut, à son profil. Et donc, il va falloir l'adresser vers le bon conseiller.
Donc c'est la notion d'aiguillage vers un autre acteur qui est plus particulièrement dédié. On ne peut pas être, on ne peut pas être qualifié sur tous les publics. On va parler de publics spécifiques. Alors là aussi, on pourrait, je vais vous faire grâce, la notion de catégorisation des publics est intéressante à voir. Et probablement que l'approche en silo qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui par rapport au statut du public est probablement en train, on va dire, de légèrement éclater. On n'y est pas encore, mais on pourrait organiser les choses voilà, tout à fait différemment. Et voilà. Ça sera l'occasion d'en reparler une autre fois, mais ça, c'est aussi un des points bloquants de l'accès à la formation, c'est qu'une personne est d'abord considérée par un accompagnateur aujourd'hui par rapport à son statut et non pas par rapport à sa situation d'emploi. Et notamment, je sais qu'il y a des personnes de FAFTT, je trouve que c'est un OPACIF qui est intéressant, de mon point de vue, comme tous les autres OPACIF, mais je veux dire, dans la mesure où ils ont un public qui est tantôt demandeur d'emploi, tantôt salarié, en ayant des missions d'intérim. Et donc, ils sont bien sûr en observation sur ces deux types de situations et à expérimenter des parcours qui peuvent combiner peut-être aussi ces différentes situations de la personne. Je sais aussi que l'AFDAS travaille avec le FAFTT, puisque l'AFDAS se préoccupe des intermittents, qui sont aussi dans des cas similaires. J'ai un pied hors emploi et un pied dans l'emploi, selon les moments. Alors, le niveau 2, c'est du conseil personnalisé. Voilà, la personne a eu des informations, parfois de façon collective, mais a eu un début d'information qui lui fait dire que ça vaut le coup peut-être de se poser un peu plus ces questions plutôt que rentrer à la maison. Alors, elle passe donc dans la phase d'élaboration du projet professionnel qui sera toujours croisé avec les données socio-économiques. Pour dire les choses simplement, et là aussi dans la caricature, vous me pardonnez, c'est pour l'illustration, j'ai super envie d'être photographe de mode. Ça ne recrute pas des masses peut-être. En tous les cas, on va regarder. Et on ne va pas simplement regarder ce que veut dire le métier de photographe de mode. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se faisait aussi souvent dans les bilans de compétences. Mais la notion de souhait versus réalité. Alors, évidemment, au cours de cette phase-là, des personnes expérimentées vont essayer d'identifier avec la personne les compétences qu'elle détient, qui sont parfois inconscientes. Là, je vous passe les... voilà, le développement qu'on pourrait imaginer là-dessus. Et puis, on va croiser avec les compétences demandées dans un métier ou dans un secteur, avec la problématique de la notion de métier, de mon point de vue, qui est qu'un métier, il a des réalités différentes selon l'entreprise dans laquelle je suis, selon le secteur dans lequel je suis, quand bien même il a une même appellation. Et donc, je vais avoir des compétences demandées par l'employeur qui vont être différentes pour un métier selon là où il se situe. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi de difficile à ce niveau-là à identifier pour des personnes qui ne sont pas dans le métier. Les conseillers ne peuvent pas être des encyclopédies vivantes. En plus, c'est quelque chose qui évolue. Voilà, on est tous conscients que les métiers évoluent et plutôt de plus en plus vite, que par exemple le numérique les traverse et que ça bouleverse des métiers de quelque niveau de qualification qu'ils soient, et que se tenir au courant est quelque chose de fort compliqué. Or, alors comment, là aussi il y a un type d'outillage en ce moment, il y a un développement d'outils qui est intéressant au stade expérimental à voir, qui est de façon dématérialisée, par rapport à un métier qui a un certain nombre d'activités, de compétences attendues par rapport à ces activités, je peux identifier le profil de la personne par rapport au profil attendu, en espérant qu'il soit à jour, je vais être claire, parce que le problème, c'est pas de construire la bécane, c'est de la mettre à jour. Et puis, de ce fait, de voir quelles compétences manqueraient, j'allais dire cruellement, parce qu'il y a quand même des compétences qui sont plus prioritaires que d'autres. Et de ce fait, quelle action de formation, éventuellement, serait à mettre en place? Je dis éventuellement, parce que je pense pas que la formation soit la réponse à tout. Il peut simplement s'agir parfois d'avoir une expérience dans une situation donnée, une entreprise, enfin que sais-je. Mais c'est sans doute aussi intéressant, et c'est, je pense, dans l'avenir, ce qui pourrait se développer. Aujourd'hui, on parlait de la notion de prescripteur, qui est de plus en plus abandonnée. Alors, on est en train de l'abandonner. Je ne dis pas que Pôle emploi et Mission locale ne prescrivent pas des formations. Je dis que ce que l'on attend de la part des opérateurs CEP, c'est qu'ils soient des accompagnateurs et non pas qu'il y ait une injonction à se former en disant, je sais pas, je me retourne à la formation, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me permet de...
Donc, l'idée, c'est d'accompagner pour que la formation prenne du sens. Donc, allez, je suis très optimiste, les personnes que vous accueillerez demain seront motivées. Elles sauront pourquoi elles sont en formation, et pour quels objectifs elles poursuivent, et non pas simplement l'idée de s'occuper, quoique ça puisse être un objectif, à mon avis, plutôt que pas. Et en l'occurrence, qu'est-ce que j'étais en train de dire outils, ouais, ok. Il faut pas que, c'est parce que je veux pas trop déborder, trop. J'arrête là, sur le niveau. Vous êtes bien, vous êtes bien. C'est bien, bon, d'accord. Donc là, c'est tout l'enjeu de la notion de compétence, de capacité, d'activité, avec tout l'appareillage de référentiels, mais qui sont dépassés dès qu'ils sont réalisés. Voilà. Toute la difficulté, de l'enquête, avec aussi une possibilité, si certains, probablement que les bilans de compétences vont pouvoir être, enfin en tous les cas, le CNEFOP, le dernier rapport du CNEFOP le soutient fortement, mobilisé dans le cadre du CPF, parce qu'effectivement, un conseil en évolution professionnelle n'a peut-être pas, en fonction du niveau où elle est, c'est très hétérogène hein, selon les opérateurs, n'a pas une capacité à faire un bilan de compétences. Il est juste en aide et soutien de la personne, l'accompagner à préciser son projet par rapport à une réalité qui est la sienne et qu'il faut identifier. Donc, cet opérateur peut mobiliser un prestataire de bilan de compétences. Ça, il le peut depuis 2015. Pour faciliter cette mobilisation de bilan de compétences, à suivre, voilà, cette prestation pourra être CPFable, en tous les cas, c'est ce qui se dit dans les couloirs. Non, si ça se dit, c'est que je ne sais pas là, sinon je l'annoncerai, madame, il n'y a pas de souci. Mais à suivre. Alors, en plus, il y a des expériences de bilan de compétences modulaires, c'est-à-dire qui duraient moins... Non, je ne développe pas. Je développerai ultérieurement si vous aviez besoin. Vous avez vu les petits éclairs, hein, c'est là qu'il faut faire attention. Hein. Tout le monde a suivi. Alors, le niveau 3, c'est pour les embêter. Cette équipe est très sympa. Alors, le niveau 3, c'est l'accompagnement au plan d'action. Et l'accompagnement donc au plan d'action, il se fait, d'après les observations qu'on a fait dans les régions expérimentatrices, sur... Ça fait vachement longtemps que je n'ai pas cherché du boulot, je ne sais plus comment m'y prendre. Aidez-moi, c'est quoi un CV? On parle des réseaux sociaux, qui sont des vecteurs, etc. Donc, technique de recherche d'emploi. Ou, pour certains... Ça peut être la création d'entreprise. Je voudrais bien tester l'auto-entrepreneuriat parce que je sais bien bricoler, qu'il y a un copain qui l'a fait, il s'en trouve bien. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Qu'est-ce qui peut se passer pour moi, etc. Et puis, on a le troisième type de plan d'action qui est, on va dire simplement, la formation. Donc là, c'est un tout petit peu à approcher ce matin. La formation, elle n'est pas que formelle, elle peut être aussi d'ordre informel, c'est-à-dire réalisée en situation de travail de façon plus ou moins intentionnelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir repérer des situations qui me permettent, par exemple, d'aller écouter des conférences super intéressantes organisées par TOSA, parce que j'apprends. Ça, c'est de la formation informelle hyper intéressante. Mais on va rester sur de la formation formelle. Et donc, pour l'opérateur avec la personne, c'est de dire quelle action de formation a besoin cette personne, pourquoi, en fonction de quel objectif, auprès de quel organisme de formation peut-elle la réaliser. On est donc bien dans la problématique du choix de l'organisme de formation. Et d'ailleurs, une fois que j'ai choisi, est-ce qu'il y a des dates, est-ce qu'il y a des places disponibles, concrètement, comment les choses peuvent s'organiser, est-ce que c'est loin de chez moi, enfin, tous ces aspects logistiques, avec parfois résolution, ce qu'on appelle de freins périphériques, là je parle mon langage institutionnel, puisque la problématique des gardes d'enfants, la problématique du temps de déplacement peut être quelque chose, par exemple, je n'ai que les transports en commun, moi j'habite à côté de Roissy, hein. Les personnes qui n'ont pas de voiture, c'est quand même un peu plus galère d'aller bosser sur Roissy qu'avec voiture, hein. Ça c'est clair. Voilà, ça c'est un exemple. Donc peut-être qu'il faut prêter une voiture à un moment donné à la personne qui va en formation pour qu'elle puisse être à l'heure, par exemple.
Et une fois on s'est dit, ah ouais, donc je pourrais aller chez tel organisme de formation à tel moment, ça tombe bien, les gamins seront à l'école, moi il n'y a pas de souci, ils seront à la cantoche, etc. Alors ça c'est parce que c'est un exemple qui arrive de façon, qui est assez peut-être caricatural, il peut y avoir d'autres freins, mais c'est de se dire, bon bah maintenant qui va payer ? Et comment je peux faire pour me le faire payer ? À la limite, et d'ailleurs, je pense que les ménages vont de plus en plus contribuer à l'abondement probablement de leur action de formation une fois que tout le monde aura compris l'intérêt de se former. Pour le moment, c'est un peu open bar, c'est ce qu'on a vu en première partie. On sait que ça ne le sera pas tout le temps. Donc, il peut y avoir, je peux mobiliser mon CPF, l'OPCA va jouer, l'employeur va un petit peu jouer, mais c'est déjà un peu plus difficile. Il me manque quelque chose, je peux contribuer, moi ça m'intéresse, au point que je puisse contribuer. On parle même, d'ailleurs, Lutringer, un juriste, en disant « Et pourquoi est-ce que ça ne donnerait pas droit à déduction d'impôt quelqu'un qui aurait investi dans sa formation ?» Donc ça, c'est des pistes intéressantes à considérer, qu'il est vrai quelques freins au recours à la formation, les freins étant la prise en charge, en l'occurrence, des frais annexes. Alors, le financement, là, on va faire soft, ça demande, quand je parle de financement de dispositifs, est en train de se développer chez les opérateurs une compétence en ingénierie financière. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que ça pouvait être tellement pointu et un peu complexe aujourd'hui qu'il y a une partie des conseillers du réseau en question qui va devenir spécialiste de l'ingénierie financière. Et pourquoi pas en mobilisant le CPF, mais après tout, il n'y a pas que le CPF qui existe. Je peux aller aussi direct au CIF et basta. Voilà. Ça, c'est tout rapide, parce que le point sur la mise en œuvre, je pense que le PowerPoint va vous être proposé. La seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a un rapport qu'on appelle du CNEFOP, si ça vous intéresse, si vous avez envie de potasser une insomnie comme ça, subite, allez voir sur le site du CNEFOP, regardez le rapport d'avril, il est, à mon avis, bien réalisé, bien structuré, il est tout à fait digérable, c'est pas de la langue de bois. Et ce qui est presque le plus intéressant, me semble-t-il, de mon point de vue, c'est le tome 2 de ce rapport où les entretiens avec les différents EPACIF, avec les différents acteurs, sont repris. Et donc, vous pourrez vous aller un peu plus dedans et vous rendre compte un peu plus peut-être de la logique qui anime ces différents acteurs et pourquoi. Donc voilà, je vous ai préparé des choses intéressantes, regardez. Ça, c'est juste pour vous faire envie. Quand même, pour vous dire, la problématique, elle est sur les outils aujourd'hui, notamment pour le niveau 1. Aujourd'hui, il y a un enjeu de positionnement des acteurs, je vais être soft, je suis politiquement correcte, mais il y a un enjeu de positionnement des acteurs autour des outils, donc au secours. Je vous fais grâce du service public régional de l'orientation, je vous en parlerai une autre fois. Il y a un changement de posture, qui est un changement d'identité professionnelle pour les opérateurs, qui doivent être en mesure de diagnostiquer des compétences, d'élaborer une ingénierie de parcours et d'accompagner les personnes. Plus simple à dire qu'à faire. En tous les cas, il y a de grosses actions de pro auprès de ces opérateurs qui sont organisées aujourd'hui, notamment par les OPACIF en 2015. J'avais fait le point. Un peu plus difficile côté service public de l'emploi pour des questions de sous et des questions de volume. Il y a énormément de conseillers, il y a un turnover qui est relativement important pour, je ne l'aurais pas dit, ce qui fait que ça rame un peu. Et puis la complexité de l'ingénierie FI qu'on a vue. Donc il y a plein de choses encore à faire. Vous le lirez dans le PowerPoint. Je préfère laisser la parole à ma collègue.